À 1,5 km à l'est de Samé se trouve la commune de Huère-aux-Bois. Elle est située à 17 km de Boulogne et 94 km d'Arras, dans une plaine sur le bord de la route qui conduit de Samé à Dèvres. Huère-aux-Bois existe depuis le 7e siècle. Saint Wulmer, qui fut l'un des évangélisateurs de la Mauritanie, le pays de nos ancêtres les Morins, fonda en 688 à Huère-aux-Bois un monastère de femmes, suivant un ancien usage de la famille bénédictine. C'était l'usage en Irlande et dans tout l'Occident de bâtir à petite distance des couvents d'hommes et de femmes de mêmes ordres. Saint Wulmer en donne le gouvernement à sa nièce, Héramberte, fille de son frère Walmer, qui en fut donc la première abbesse. En 882, les Normands dévastent tout le pays boulonnais jusque Samé et brûlent l'abbaye de Sainte-Héramberte de Huère. On peut situer cette ancienne abbaye sur la surface occupée actuellement par l'église et le cimetière de Huère-aux-Bois. Sur ce terrain, on rencontre encore les fondations d'anciens murs. Le monastère de femmes de Huère-aux-Bois est une nouvelle fois dévasté en 928 par les Normands. Le château de Huère-aux-Bois est le plus grand de tous les manoirs du Boulonnais. Il a appartenu pendant des siècles à la famille de La Haye et date probablement du 9e siècle. Cet ancien manoir féodal est un monument d'architecture militaire, construit pour être défendu par des soldats et qui donne une idée de ce qu'étaient les châteaux forts au Moyen-Âge. Il est de construction irrégulière, flanqué à l'une de ses extrémités d'une tour ronde, à la base plus large que les étages supérieurs, aux nombreux créneaux et aux toits aigus. Ce château est d'une contenance de 2 hectares. Son domaine d'un seul tenant au début du XXe siècle représentait une surface de plus de 47 hectares. Le terre-plein quadrangulaire mesure 42 mètres sur 21. Le donjon date du XVe siècle. C'est le seul vestige de la forteresse construite par Jean de la Bouverie, le seigneur de Huère et de Longfossé, et haut fonctionnaire des ducs de Bourgogne, quand ceux-ci étaient maîtres du Boulonnais. L'épaisseur des murs de la tour avoisine les 1,80 m. 3 autres tourelles servaient autrefois aux sentinelles de garde. Le choix délibéré de la brique, dans une région où abonde une pierre de bonne qualité, et la présence à la base de l'ouvrage de canonnières flanquantes, conduit à dater la construction des années 1460. Quant à la galerie de défense et aux canonnières du terre-plein, il faut y voir le résultat des travaux menés vers 1580 par Claude de Louvigny, soucieux de doter ses coreligionnaires protestants d'un refuge sûr. L'ancien château seigneurial a un plan en équerre, autour d'une cour surélevée par rapport au fond du Val, et cela grâce à un mur flanqué d'échauguettes en encorbellement, pour les guettes, les sentinelles, qui fait office de courtine. Les douves ont disparu au XIXe siècle. La disparition du chemin de ronde sous une toiture en pente, le percement d'une porte au rez-de-chaussée, tout cela a contrecarré la signification militaire de l'édifice. Il n'en reste pas moins d'aspect imposant. Le rempart surmonté aux angles de guérites suspendues, des échauguettes, et qui environnait autrefois la place d'armes, fermait la cour d'honneur. La tour de briques avec soubassement de grès a une hauteur de 21 mètres sur 10 mètres de diamètre. On a pu encastrer dans l'épaisseur du mur, dans l'angle formé par la jonction de la tour et de la courtine, un petit escalier à vis de Saint-Gilles. Aux 3/4 de la hauteur, des corbeaux rapprochés supportaient jadis un our en charpente. De cette galerie circulaire, percée de machicoulis, supportée par des consoles aujourd'hui disparues, on pouvait interdire l'approche du pied de la tour en lançant sur les assaillants des projectiles d'hiver ou de l'eau bouillante. À l'opposé du donjon, à l'angle du nord-ouest de l'esplanade, une autre tour a été ramenée au niveau du sol. Les bâtiments du corps de logis ont été reconstruits vers le XVIIIe siècle, après le comblement du fossé. Le château qui a conservé ses souterrains est bâti sur un petit coteau, à la sortie du village, baigné par un ruisseau qui l'enveloppe de ses circuits. À l'arrière, une terrasse domine le parc, où dort un petit étang. Le château de Huère-aux-Bois fut restauré grâce à M. Gérard Cavrois et ses neveux Gilbert Dupont-Motte et Bibiane Motte-Cavrois, son épouse. L'aile principale est pavoisée de jasmin de Virginie. Il existe à Huère-aux-Bois 2 bénéfiques fontaines ferrugineuses. La fontaine Saint-Gandulphe, la plus réputée, fut l'objet d'un pèlerinage jusqu'au XXe siècle. Gandulphe porte des noms différents selon les régions. Gandouf, Gandolphe, Guindolphe, Ganguen, à Bailleul, Gangoulph, en Lorraine et particulièrement à Toul, Gangoul, Gangulphus, Gangoult, Gangolf, Guingolf. Gandulphe est né au début du 8e siècle, en Bourgogne, de parents très chrétiens. À 20 ans, il perd son père et sa mère et rentre en possession d'une immense fortune et devient le maître d'un grand nombre de seigneuries et de grandes étendues de terre. Il épouse alors Ganéa, une fille de haute noblesse mais de petite vertu. Vers 755, après avoir été officier du roi franc Pépin le Bref, Gandulphe rentra chez lui. En passant par la Marne, il aperçut une claire fontaine dans un jardin et y abreuva ses chevaux. Il demande alors au propriétaire s'il peut acheter sa fontaine. L'homme, le prenant pour un simple d'esprit, attendu qu'on ne peut pas transporter une fontaine, la lui vendit immédiatement pour la somme de 100 sols. De retour chez lui, Gandulphe planta son bâton en terre et il en sortit une claire fontaine, tandis que le paysan champenois vit la sienne se tarir. Quelque temps après,
Gandulphe fut fort mécontent des bruits qui couraient concernant les infidélités de sa femme. Il décida de laisser Dieu la punir ou non, pour sa conduite paillarde. Les jugements de Dieu, les ordalies, étaient fréquents au Moyen-Âge. Il la conduisit alors près de la fontaine, lui demanda de retrousser la manche de sa robe, de plonger son bras dans l'eau pour prendre au fond une pierre qu'il y avait jetée. La légende raconte qu'à peine Ganéa avait-elle plongé son bras dans l'eau qu'elle le retira vivement. Celui-ci était rouge, couvert de cloques comme si l'eau avait été bouillante. Gandulphe était fixé. La justice divine avait été rendue. Gandulphe pardonna néanmoins sa femme, mais il n'en fut pas récompensé. Peu après, le 11 mai 760, il fut poignardé par l'amant de Ganéa. On l'enterra dans l'église de Varennes, sur Amance, en Haute-Marne. Puis ses reliques furent déposées à Langres, à l'abri des barbares. Gandulphe fut l'un des premiers laïcs à être canonisé par l'Église au Moyen-Âge. Il est vénéré en Boulonnais, mais également en Flandre, en Artois, en Picardie, en Ponthieu, dans l'est de la France, au Luxembourg, en Belgique et aussi en Allemagne. Par la suite, des paralytiques retrouvèrent l'usage de leurs membres en les trempant dans la fontaine miraculeuse de Saint Gandulphe. Son culte passa de la Bourgogne en Flandre et dans le Boulonnais. Une chapelle lui fut dédiée à Montreuil-sur-Mer, qui posséda pendant un temps quelques-unes de ses reliques. À la Révolution, en 1789, la chapelle devint un arsenal et les reliques furent dispersées. Le culte de Saint Gandulphe se répandit alors jusque Huérobois, Fienne et Le Bringant. C'est au sud de l'église de Huérobois que sourd la fontaine Saint-Gandulphe. Ce n'est pas la source où, d'après la légende, Gandulphe soumit son épouse à l'épreuve que l'on sait, mais elle a fait office de remplacement durant des siècles pour nombre de pèlerins. Pour l'atteindre, il faut prendre le chemin de gauche avant le cimetière. La fontaine est dans une propriété privée en bas d'un petit sentier. Un édicule en briques blanchies à la Chaux-Labrite. Il était surmonté au XIXe siècle de 2 statuettes en bois, qui paraissaient être du XVIe siècle. L'une représentait le saint en costume franc, l'autre figurait l'épouse, la main sur le cœur. La dévotion à Saint Gandulphe fut grande dans le pays boulonnais. C'est surtout le lundi de Pentecôte qu'on pouvait voir de longues files de pèlerins descendre le petit sentier qui conduit à cette fontaine, dont l'eau est légèrement ferrugineuse, un peu saline, mais nullement sulfureuse. On y allait pour boire l'eau de la fontaine ou y tremper les membres inférieurs des petits-enfants qui ne peuvent pas marcher, mais également pour demander la guérison des panaries, des maux de reins, des rhumatismes, etc. Saint Gandulphe était bien sûr invoqué pour les hommes mal mariés, mais aussi pour les femmes stériles. Elles y allaient en pèlerinage faire une neuvaine, et les mauvaises langues disent qu'avec l'aide des moines de Samé, elles étaient souvent guéries de leur infertilité. Les maris jaloux venaient à Huérobois avec leurs épouses, et rien que le fait que leur épouse ne veuille pas mettre la main dans l'eau froide de la fontaine suffisait à confirmer leurs soupçons. Saint Gandulphe, protecteur des maris trompés, est également celui des marins malchanceux. Y aurait-il un lien ? Aux marins pêcheurs boulonnais qui rentraient la cale vide ou presque, on disait qu'ils n'avaient plus qu'à aller porter la barre à Saint Gandulphe. Comme on est malchanceux à la pêche, on doit être chanceux dans son mariage, et n'étant pas cocu, on peut aller remercier Saint Gandulphe de son bonheur conjugal. L'eau de la fontaine Saint Gandulphe a une légère teinte rousse. Elle sort des sables ferrugineux qui affleurent à la base de la côte du Haut-Pays boulonnais. Il existe près de la mairie de Huérobois une rue de la Sablière qui rappelle ce lieu où on extrayait du sable. Ce culte boulonnais à la source miraculeuse fut, comme dans de nombreux autres endroits, la continuité de l'antique culte des sources de nos ancêtres celtes gaulois. Cette fontaine, comme les autres du pays boulonnais, est probablement une source sacrée, christianisée par la suite. De nos jours, la fontaine est plus accessible. Si vous souhaitez vous entendre conter l'histoire de Saint Gandulphe, passez par le bistrot Saint Gandulphe et la sympathique tenancière répondra à toutes vos questions. La seconde fontaine ferrugineuse est près de la départementale 215, à 25 mètres avant le pont qui franchit le ruisseau du Molinet, en venant de Longfossé. En quelques pas à partir du château, on descend jusqu'au bord du ruisseau et on voit jaillir sur le talus à droite la fontaine de fer, car là aussi ses eaux ferrugineuses teintent de rouille son lit. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. L'analyse de cette source d'eau martiale a été faite le 20 décembre 1785 par le docteur Souquet, médecin pensionné de la ville de Boulogne. Il en célébra les vertus thérapeutiques, mais n'alla pas jusqu'à la mettre en bouteille. Les travaux ont été publiés en 1787 par Souquet et Bettencourt, sous le nom « Observations analytiques sur les eaux martiales froides de Boulogne-sur-Mer, de Huérobois, près de Samé, de Recques et de Dèvres. Au XIXe siècle, on décrivait encore dans l'arrondissement de Boulogne 3 sources d'eau ferrugineuse. La première à Boulogne, au pied de la colline des 4 Moulins sur la route de Calais, la deuxième à Huérobois, près du château, et la troisième à 1 kilomètre environ de la ville de Dèvres. L'église de Huérobois, une des mieux conservées du pays boulonnais, est placée sous le vocable de Saint-Omer, mais c'est la seule au monde qui garde la mémoire de Sainte Héramberte, la nièce de Saint Ulmer, première supérieure du monastère, dont la statue portant la crosse abbatiale était placée au-dessus d'un autel dans la nef du côté de l'épître. Certains auteurs pensent que c'est sur les restes de la chapelle de l'ancien monastère de femmes fondé par Saint Ulmer qu'elle a été bâtie en 1570.
L'église se compose d'un chœur et d'une nef construits au XVIe siècle, réunis par une tour carrée centrale plus récente, datant du XVIIIe siècle. La chapelle latérale fut rajoutée en 1890. L'église a été décorée au XXe siècle avec beaucoup de goût par monsieur le curé Grébé. Le chœur, flanqué d'arcs-boutants aux moulures soignées, est plus ancien que le reste de l'église, ce que prouvent de nombreuses clés de voûte. Une des clés de voûte porte l'emblème du royaume de France, la fleur de lys, marquant l'appartenance du pays boulonnais à la France et non pas aux Pays-Bas, qui étaient espagnols à l'époque. La nef paraît avoir été géminée, si l'on en juge par de hautes colonnes disposées par paires, encastrées dans le mur latéral de droite. Le mur nord de la nef est construit en pierre de craie. Le mur sud, exposé aux vents humides, est en grès. Le chœur et la tour appartiennent à la dernière période du style ogival et se font remarquer par leurs voûtes d'arêtes, dont les retombées s'appuient sur d'élégantes colonnettes ornées de culots délicatement sculptés. Dans le chœur, on remarque les clés de voûte et la dalle funéraire de marbre blanc des derniers seigneurs de Huer. Philippe de La Haye, né en 1684 et mort en 1731, et de son gendre, Alexandre Tutil de Guémy, mort en 1765. Philippe de La Haye avait hérité du château de Huer en 1686, puis sa fille survivante, Marie-Angélique, en 1732. Veuve et sans enfant d'Alexandre Tutil de Guémy, cette dernière laissa le château de Huer à son cousin Louis-Marie de Bonnières de la Luzellerie. La dalle de marbre noir rappelle le souvenir de maître Jean Lorgnier, mort en 1768, originaire de Réty, qui fut curé de la paroisse pendant 24 ans. Cette église garde précieusement sa grande cuve baptismale du XIIe siècle, témoignage indubitable de l'ancienneté de ses privilèges paroissiaux. Ses fonds baptismaux restaurés sont constitués d'une cuve portée par un pilier central et 4 colonnettes. À droite, la petite chapelle Saint-Gandulphe contient la statue équestre de Saint Gandulphe, costumé en chevalier de la Renaissance. Elle daterait de 1480, sous le règne de Louis XI, et serait la plus vieille statue en bois du pays boulonnais. Elle est formée de 2 morceaux de chêne sculptés, et est éclairée par 3 fenêtres, dont les beaux vitraux racontent les grandes étapes de la vie du saint. Elle se trouvait autrefois accrochée au mur de la nef. Sous la Terreur, en 1793, lorsqu'il était perché, Saint Gandulphe excita la colère d'un révolutionnaire de passage qui grimpa sur une échelle pour la faire descendre. Comme la statue résistait, il l'attaqua à coups de serpe. Devant l'hostilité des habitants, il n'acheva pas son œuvre et la statue ne fut pas détruite, mais elle porte encore sur le visage les traces des coups de serpe du Jacobin. Au XXe siècle, Saint Gandulphe portait encore sa lance dans la main gauche. Dans l'église, on trouve également un reliquaire et un demi-relief de la scène de la fontaine. Du côté gauche de l'église, on trouve une statue de Saint Roch, avec son chien bien sûr. En 1823, la cloche de l'église de Huer-au-Bois fut nommée Louisa Alberta par Louis Le Camus d'Albintin et Robertine Huyant. Sur les vitraux de l'église sont représentés Saint Roch, Saint Josse, Saint Omer, Sainte Godelaine, Saint Éloi, protecteur des artisans du fer, Saint Hubert, le saint patron des chasseurs, Saint Adrien, qui est invoqué par les marins comme Saint Nicolas, et Saint Benoît de Nursie, dont la règle rythmait les journées des moines de Samé et des moniales de Huer-au-Bois. C'est au château de Huer-au-Bois que l'écrivain boulonnais Charles-Augustin Sainte-Beuve, fils posthume d'un père contrôleur principal des impôts de l'arrondissement de Boulogne et directeur de l'octroi rural, vint passer une partie de ses vacances d'été chez ses cousins de Bonnières. La première fois, en 1812, il avait 8 ans. Il avait sa chambre au-dessus du porche d'entrée. En 1834, Sainte-Beuve décrivit ce château de fort belle manière dans son roman Volupté, en changeant les noms. Le château était alors devenu le château de Monsieur de Coën, à qui Sainte-Beuve faisait dire « Je n'y revenais jamais sans émotion, et la vue de l'énorme tour ronde à toit pointu, qui dominait le bâtiment, me faisait palpiter le cœur chaque fois que je la découvrais d'un peu loin. » Sainte-Beuve figure parmi les grands écrivains de l'époque romantique, mais c'était un romantique lucide et mesuré. En 1819, il prend contact avec le célèbre Donou, nommé par Napoléon garde général des archives de l'Empire, ce qui lui facilitera l'accès aux arcanes parisiens. Sainte-Beuve revint une dernière fois à Huer-au-Bois en 1823, à l'âge de 19 ans, mais par la suite ne revit plus jamais ce cher et beau pays. Sainte-Beuve fut membre honoraire de la Société académique de l'arrondissement de Boulogne. Une statue et une inscription, d'un monument daté de 1955 signé par Marc Barbeza, est apposée à l'entrée du cimetière de Huer-au-Bois et rappelle le souvenir de Charles-Auguste Sainte-Beuve. À Huer-au-Bois, il y connut l'amitié et l'amour.
À une centaine de mètres derrière la mairie, visible depuis la rue de la Sablière, se cache le Château Gris. C'est un modeste bâtiment en bloc de grès avec des murs épais de 80 cm. On distingue un corps de logis au pignon que flanque à l'angle nord-ouest une tourelle cylindrique, sur le pan à l'extrémité de la façade, couronnée d'une toiture conique, remplaçant la poivrière qui a été détruite, le tout ayant été élevé sans doute au XVIe siècle. Le corps de logis est de plan rectangulaire, son toit est fait de tuiles plates. Le toit de l'étage est à 2 versants. Une extension du logis a été réalisée au XVIIIe siècle par surélévation d'une aile basse. À cette époque, le manoir appartenait à une famille originaire de la vallée de la Course, les Le Tueur de Jacquan, qui fournit beaucoup d'officiers au régiment du roi. Au XIXe siècle, la famille Le Tueur de Jacquan, qui résidait au Château Gris, reçut Sainte-Beuve. Le jardin est devant la façade. La cour et les dépendances agricoles sont de l'autre côté du manoir. Le logis ancien est une demeure de petite surface, très simple, dont la façade sur le jardin ne se distingue que par la présence d'une tour. Comme on le disait parfois, les descendants des seigneurs du pays boulonnais étaient nobles comme le roi, mais pauvres comme Job. Côté cour, le logis se distingue par les proportions inhabituelles. Les caves forment niveau de soubassement, leurs portes ouvrant de plein pied sur la cour, et la façade s'étire en hauteur, avec un effet accentué par la pente aiguë du pignon. Cette façade porte les traces d'une porte du XVIIIe siècle et de son perron qui couvrait l'entrée de la cave. Cet accès au rez-de-chaussée côté cour a été supprimé. Tout laisse penser qu'un aménagement de ce type existait avant le XVIIIe siècle et que le manoir, selon la coutume, s'ouvrait dès l'origine sur la cour. Il n'en est plus rien maintenant. Toutes les ouvertures du rez-de-chaussée donnant sur la cour en contrebas ont été murées. Seule demeure celle de l'étage. Sur la route de Dèvres, après la fontaine de fer, on trouve sur la gauche le chemin qui mène à la ferme du Brinquet. C'est dans la ferme du Brinquet que l'historien et romancier Charles-Joseph de Ricot, dit Charles-Joseph Desricot, né à Boulogne en 1823, a passé tous ses étés. Non loin de là, le château de Questrec, qui a appartenu à M. Huguet, s'appelle le château du Brinquet. Plus éloigné sur la départementale 215, se cache le hameau de la Watine. Au début du XIXe siècle, le logis est occupé par Louis le Camus d'Albintin, seigneur de la Watine, ancien garde du corps de Louis XV. Louis le Camus d'Albintin sera, après la Révolution, maire et juge de paix. Entre Questrec et Huère-au-Bois, de nombreuses sources contribuent à humidifier les prés de la Watine, dont les magnifiques chevaux boulonnais profitent. Les fermiers de la Watine élèvent des chevaux boulonnais depuis 3 générations. Ils ne comptent plus les récompenses reçues pour leurs nombreux chevaux. C'est dans le sombre manoir de la Watine que Sainte-Beuve, en 1822, vécut une idylle avec l'une de ses lointaines cousines, Adèle Gagné, fille d'un officier de la Grande Armée tué à Essling. Une plaque sur le mur le rappelle. Sainte-Beuve vint souvent à cheval jusque cette grande et vieille ferme, pourvue de croisées à tout petits carreaux plombés que protégeaient des barreaux de fer. La construction était basse. Le bâtiment à étage a été rajouté par la suite. À l'étage, les fenêtres sont les typiques belles voisines du pays boulonnais. Le fermier de la Watine, M. Louchet, est éleveur de vaches laitières, mais également de très beaux chevaux boulonnais, comme le furent son père et son grand-père. Le joli et très ancien village de Huère-au-Bois mérite le détour. On peut y faire de jolies balades et y trouver une part de l'âme du pays boulonnais.